Salut les petits scorpions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait déjà 6 longs mois que je n'ai pas tourné de nouvelles vidéos sur YouTube. C'est vrai que ça a commencé à dater et ce fut une période assez longue, assez compliquée. Bref, c'était pas vraiment le bon mood pour m'y remettre. Mais cependant, j'ai pu réussir à sortir de cette période et j'en ressors grandi. Et désormais, en 2023, j'ai encore plus d'envie, plus faim de vous proposer de nouveaux contenus toujours plus enrichissants et sur des thématiques me tenant à cœur. Alors, pour introduire cette deuxième vidéo, je vous propose de partir en direction des pays nordiques pour revenir sur la légalisation du mariage homosexuel. Aujourd'hui, les pays nordiques sont reconnus dans la société occidentale comme les champions de la tranquillité et de la tolérance. Ceci s'explique d'une partie par la réputation passionnée vis-à-vis de la défense des droits LGBTQI+. Ces derniers recouvrent un large spectre et sont inclus dans la déclinaison des droits de l'homme. Dans le cadre de notre vidéo, il serait vraiment très long de traiter en profondeur l'entièreté des revendications au sein de ces pays baltiques. Cependant, une thématique me tient vraiment à cœur et qui mérite d'être évoquée, que ce soit pour sa complexité ou encore pour sa méconnaissance. Ainsi, un livre, un grand ouvrage a fait le sujet justement de ce dernier et c'est pour lequel nous nous appuierons tout au long de notre vidéo. Il s'agit Old Couples, An History of Gay Marriage in Scandinavia par Jens Rydström, un professeur suédois en études de genre. Ce livre a été paru en 2011. Et comme je viens de vous le dire, c'est vraiment le livre référentiel dans ce domaine. Ainsi, aujourd'hui, nous nous intéressons sur l'évolution socio-historique de l'avancée des droits LGBTQI+, concernant la légalisation du mariage homosexuel dans les pays nordiques au cours du XXe siècle, ainsi que sur ses conséquences. Nous constaterons également que l'actuelle tolérance à l'égard des personnes LGBTQI+, dans ces pays, s'est construite sur une haine de ces derniers. On se retrouve d'ici quelques secondes après le générique, justement pour évoquer notre seconde vidéo de l'Odyssée de Scorpius. A tout de suite. Ne serait-il pas possible qu'un statut exceptionnel soit accordé à ces personnes qui sont mes égaux, de sorte que s'ils pouvaient trouver un être de leur propre sexe, qui pourrait réciproquer leur amour, ils pourraient rentrer dans le mariage l'un avec l'autre. Ô humains, humains, soyez miséricordieux. Je sais ce que dit la Bible, mais n'y aurait-il pas un statut exceptionnel pour les personnes exceptionnelles? Si je pouvais recevoir cette alliance en louant Dieu et qu'une autre personne pouvait faire la même chose avec moi, pourquoi ne pourrions-nous pas y être autorisés? Ce journal secret, publié qu'en 1971, montre déjà les premiers prémices revendicateurs, certes secrètes, pour une reconnaissance épiscopale des relations entre personnes du même sexe. Le monde en mutation au cours du XXe siècle, son vœu sera exaucé. En effet, des organisations gays et lesbiennes se forment et s'immiscent même au sein des pays nordiques, y compris même dans la sphère politique. Tout d'abord, la légalisation pour le mariage homosexuel, donc j'entends par là gay et lesbien, est l'objet de longues luttes durant tout le XXe siècle. Avant cette revendication, d'autres ont été également très importantes, moteurs. Débutons justement par la dépénalisation de l'homosexualité. Les sociétés nordiques n'ont pas de tout temps partagé une opinion positive à l'égard des homosexuels. Je tiens, au nom du gouvernement norvégien, à demander pardon, parce que des personnes homosexuelles ont été traitées comme des criminels et poursuivis par les autorités norvégiennes. Ces propos, tenus le 20 avril dernier par le Premier ministre travailliste norvégien Jonas Gahr Støre, se lient avec les 50 ans de la dépénalisation de l'homosexualité dans ce pays. Encore en 1920, les homosexuels sont désignés sur le terme de kynvilla en Islande, soit aberration sexuelle. En Suède, entre 1864 à 1944, 2400 hommes sont persécutés. Au Danemark, des centaines de victimes sont recensées chaque année au cours de cette même période. Rappelons que pour les îles Féroé et le Groenland, deux régions danoises indépendantes, qui disposent généralement des mêmes règlements que le Danemark.
Cependant, le décret royal de ces deux territoires doit y être apposé après l'initiative du Parlement local afin d'adopter ces lesdites lois. La loi sur le mariage pour tous, pour toutes, prendra des chemins différents pour ces deux régions. Ces grandes avancées majeures sont le fruit d'efforts menés sans relâche par les organisations gays et lesbiennes. Grâce à leur première victoire, elles entretiennent donc l'espoir d'une légalisation du mariage pour les couples du même sexe. Selon les territoires nordiques, cette revendication est plus ou moins longue à obtenir. En effet, entre les divergences au sein des différents mouvements LGBTQI+, ou encore les différences que nous pouvons observer sur l'ouverture d'esprit de la société, des différentes sociétés nordiques, eh bien, on va vraiment constater plus ou moins de temps, justement, pour que le mariage pour tous et toutes soit légalisé. Ainsi, une longue lutte sans merci s'est tenue. Les premières associations homosexuelles émergent au tournant des années 1950. En effet, en 1948, l'association danoise, encore appelée The Society of 1948, fondée par Axel Agil, apparaît. Elle est considérée comme la première organisation scandinave pour les homosexuels. En 1971, une autre grande association se crée au Danemark. Il s'agit du Front danois de libération des homosexuels, BBF. En Norvège, la création de The Society en 1948 coïncide avec la création de sa branche locale, DNF 1950. En 1949, Axel Agil rencontre deux représentants de la communauté gay norvégienne. Un an plus tard, DNF 1950 est créé à Oslo. Au cours de cette même année, concernant la Suède, la Fédération nationale pour les droits des LGBTQI+, donc le RFSL, est fondée. En Finlande, il faut attendre 1967 avant que se fasse jour la première association de minorités sexuelles. Elle se nomme Toinen Sarte. Concernant l'Islande, la première association gay-lesbienne émerge en 1978. En référence à leur homologue danois, il se nomme The Society of 1978 ou encore Samtokin 1978. Tâchons désormais d'élaborer une brève chronologie à propos de l'avancée des droits homosexuels et du début de la revendication du partenariat enregistré dont traversent ces pays au cours des années 60 et 70. Étonnamment, au Danemark, les discussions sur la réglementation légale des relations homosexuelles ont été initiées par une proposition au Parlement danois en 1968. En effet, le Parti populaire socialiste a présenté une proposition de mariage pour les couples de même sexe au Folketing. Cette proposition a suscité un certain débat et certains journaux le décritent comme ouvrant la voie au hasarem, la polygamie, l'inceste ou encore la décadence morale. En 1972, Von Lick, président de The Society of 48 entre 1970 à 1978, introduit le concept de partenariat dans une lettre envoyée à la Commission danoise sur la loi du mariage. Ainsi, il s'inspire de la publication suisse Der Kreis qui plaide en faveur d'un Partnerschaft pour les homosexuels. Il ne s'agit donc pas d'un mariage mais d'un partenariat, soit une autre forme d'union civile. Mais nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Malheureusement, cette demande de partenariat n'a pas été prise en compte par la Commission. Pour la Suède, les membres de la RFSL ont demandé au gouvernement en 1952 d'étudier la possibilité d'autoriser le mariage homosexuel. Cependant, considérant cette démarche trop utopiste, les activistes ont retiré leur demande. En 1973, encore un parti de gauche, c'est étonnant, le parti communiste de gauche, le VPK, suggère d'abolir le mariage en tant qu'institution et de le remplacer par une cohabitation enregistrée. Cette nouvelle forme d'union, qui devrait être ouverte également aux homosexuels, qui sont encore qualifiés en Suède de déviants sexuels, eh bien cette proposition a été rejetée par le Parlement suédois. Cependant, une déclaration de cette dernière selon laquelle la cohabitation homosexuelle est une forme de vie acceptable pour la société. Donc cette phrase vraiment choc marque le début de l'engagement de ce parti politique en faveur des droits des homosexuels. Enfin, en 1972,
Une proposition visant à abaisser l'âge du consentement à 15 ans en Suède a été rejetée par le Riksdag. Au moment même du vote, une grève de la faim d'inspiration américaine menée par le membre du RFSL est organisée. En Norvège, le Parti socialiste norvégien, allié du DNF 1948 dans les années 1970, prend plusieurs initiatives en faveur des lois contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Grâce à l'intense campagne menée par cette association, la Norvège décriminalise la sexualité homosexuelle en 1972 et fixe un âge de consentement égal pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles. Il s'agit donc du premier pays au monde à inscrire ceci sur le droit pénal. En Finlande, la situation est davantage complexe. Le pouvoir présidentiel fort à l'époque, il s'agit de Urho Kekkonen qui est au pouvoir, président de 1956 à 1982, la pénalisation de l'homosexualité jusqu'en 1971, la pensée sociétale de l'homosexualité comme impropre à leur culture et liée au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale sont les trois causes majeures du climat homophobe. En 1974, l'Association pour l'égalité des sexes, CETA, est fondée. Son premier rôle est de combattre la discrimination et les préjugés. Avant son ouverture en faveur du partenariat enregistré, l'Islande est considérée par Jens Riddstorm comme le pays le plus homophobe des pays nordiques. De nombreux Islandais recourent à l'exil et partent notamment à Copenhague, dans la mesure où l'homosexualité est peu acceptée. Par conséquent, la première préoccupation de ce Society of 1978 s'attache sur le travail social afin d'aider ses membres à faire face à ce climat délétère. Ainsi, on constate au lendemain de la rébellion de Stonewall en 1969, une nouvelle génération inspirée de militants gays et lesbiens scandinaves. De plus, avec la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, la libération sexuelle et vestimentaire, la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels tend à se radicaliser. La priorité de ces organisations sur la dépénalisation de l'homosexualité et l'abaissement de l'âge du consentement sexuel montre que le partenariat enregistré constitue encore un sujet ignoré par les différents gouvernements nordiques. Cependant, une nuance mérite d'être apportée. Bien que les politiques ne s'intéressent pas encore à cette question, au sein même des associations lesbiennes et gays, des désaccords se forment. En effet, au sein de ces structures, les féministes lesbiennes sont divisées entre les mouvements féminins et les mouvements gays qui sont pour la plupart dominés par les hommes. Beaucoup de militantes féministes remettent en cause le concept du partenariat enregistré. En effet, elles rejettent le patriarcat et donc le mariage. Ces théories fleurissent au cours des années 1970 parmi les féministes de la seconde vague. Durant la même décennie, une nouvelle génération d'homosexuels radicalisés souhaite en priorité la reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe. Ainsi, les tensions entre les femmes et les hommes au sein des organisations s'accroissent. Selon les pays et la période donnée, la situation diffère. Au Danemark, par exemple, jusqu'à la fin des années 1970, le mariage homosexuel ne recueille pas de majorité en sa faveur au sein du comité directeur de ce Society of 1948. Lorsque la loi sur le partenariat est adoptée dans le pays en 1989, de nombreuses féministes s'y opposent. Elles craignent que les femmes redeviennent économiquement dépendantes d'une autre personne. Pour cela, elles se basent sur le manifeste américain The Woman Identified. Elles abhorrent l'institution du mariage hétérosexuel. Ainsi, l'assimilation de la culture homosexuelle à celle hétérosexuelle fondée sur la subordination des femmes est inimaginable à leurs yeux. En Finlande, les féministes lesbiennes se radicalisent au cours des années 1980. Pour les mêmes raisons que celles données par les Danoises, elles s'opposent au partenariat enregistré. Enfin, cette position est également partagée par le groupe suédois Lesbian Feminists. Selon elles, la famille nucléaire dans la société patriarcale réduit les femmes à la dépendance, la passivité, le sacrifice et l'absence d'identité. Avec l'apparition de la crise du sida dans les années 1980, cela a engendré un séparatisme davantage important.
Au cours des années 1990, au sein des pays nordiques, les féministes radicales sont moins entendues, elles sont même marginalisées. Ainsi, cette deuxième faille est remise en cause par l'intersectionnalité et le féministe queer. Un autre désaccord important sur la question du partenariat réside sur la législation séparée. En effet, pour les activistes des mouvements gays et lesbiens, nombre d'entre eux considèrent cette séparation comme insultante. En 1981, un sondage d'opinion sur la reconnaissance aux couples de même sexe par un enregistrement séparé par rapport aux couples hétérosexuels se tient en Suède. La réponse des différentes associations homosexuelles est un non. Cette différenciation est à la fois un manque de respect à l'égard de la libération des femmes et une discrimination. En Norvège, une longue et profonde réticence à propos du partenariat enregistré s'explique par la conviction suivante. Kim Friel, grande militante pour les droits homosexuels, président du DNF 1948 entre 1966 à 1971, puis secrétaire général jusqu'en 1989, partage le point de vue suivant. Elle craint que la légalisation du mariage entre personnes du même sexe privilégie les couples par rapport à ceux et celles partageant d'autres manières de vivre. Ainsi, cela créerait des citoyens de première et de deuxième zone. Cet argument non partagé par ces activistes l'est en Islande. Malgré les différents points de vue partagés en Danemark et en Suède, la politique générale des activistes est favorable à la demande du mariage pour les personnes du même sexe. La deuxième grande conséquence du sida repose sur le début d'un dialogue approfondi entre les partisans LGBTQI+, et les autorités. Au niveau local, des politiciens rencontrent pour la première fois ces derniers et dernières. L'arène politique s'ouvre pour la première fois. De plus, durant l'épidémie de sida, les populations nordiques commencent à s'intéresser davantage au sort de cette minorité. Par exemple, pour l'Islande, cet épisode marque un tournant dans la reconnaissance envers les personnes homosexuelles. Avec des liens familiaux étroits comme ceux de l'Islande, chaque cas signifie qu'un grand nombre d'amis et de parents sont touchés par la maladie. Un nouveau vent souffle dans les années 80 au sein des pays scandinaves. En 1983, l'Union nationale pour les gays et les lesbiennes, donc le nouveau nom de The Society of 1978 depuis 1982, communément appelé LBL, invite les 4 parties favorables aux droits homosexuels du folketing à un débat. À la suite de cette réunion, le président du LBL, Henning Jorgensen, demande une alliance entre les 4 parties afin de présenter un projet de loi au Parlement. L'objectif est d'exiger qu'une commission soit nommée pour enquêter sur la situation des homosexuels dans la société et proposer des mesures pour éliminer la discrimination. En mars suivant, une majorité du Folketing a adopté la proposition de nommer une commission. Le gouvernement conservateur minoritaire contre cette commission ne montre aucun intérêt à cette dernière. En janvier 1988, avant même que la commission présente son rapport, les partis gay-friendly proposent un partenariat enregistré pour les couples de même sexe. Ce projet de loi se base sur de précédentes demandes du LBL en 1981. Les 2 principales revendications se portent sur 2 exceptions liées au mariage. Tout d'abord, le partenariat enregistré ne peut être accordé que si au moins une des 2 personnes est un citoyen danois et vit en permanence au Danemark. La deuxième prérogative, la loi sur l'adoption n'est pas applicable. Cela montre que les activistes danoises ne peuvent pas obtenir une seule traite toute la part du gâteau. La reconnaissance du mariage homosexuel avec les mêmes droits que les couples hétérosexuels doit se faire par étapes. Ainsi, l'adoption d'enfants n'est pas encore à l'ordre du jour. De plus, les soutiens politiques se portent sur les partis de gauche, les sociaux-démocrates. Enfin, les lois sur le partenariat enregistré sont très souvent présentées par des femmes et des ligues de jeunes. Concernant le Danemark, Pia Kjælerup, députée social-démocrate, prépare la loi. Le 26 mai 1988, la loi est votée au Folketing. Les députés disent oui avec une majorité de 58%. Tout en sobriété, les militants LBL assistant au vote quittent la salle en s'inclinant devant le Parlement danois. Le 1er octobre 1989, la loi entre en vigueur. Tout un symbole, le 1er octobre 1989, Axel Agil se marie enfin avec son compagnon de longue date, Egil. Au Groenland, l'initiative du Parlement pour évoquer cette loi est menée par la ministre socialiste des Affaires sociales Henriette Rasmussen. Le 1er juillet 1996, la loi danoise est entrée en vigueur. L'introduction de la loi sur le partenariat s'est faite sans heurts et sans débat.
Cela reflète l'image tolérante de la société. Le décret royal danois est apposé le 1er juillet 1996. Pour les îles Féroé, en raison d'un fort lobby conservateur chrétien et de son inversion coloniale, de nombreuses réformes législatives libérales n'ont jamais été mises en œuvre. Par conséquent, le Lagting refuse catégoriquement de reconnaître l'homosexualité et d'introduire la loi sur le partenariat enregistré sur son territoire. La fin de cette dernière se marque par une marche des fiertés. Ceci inspire une nouvelle action parlementaire. 2 membres du Lagting réintroduisent une proposition contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle qui avait été rejetée à la quasi-unanimité en 1988. Il faut attendre 2005 pour que le vote ait lieu en vain. Cependant, 1 an plus tard, une agression homophobe choque les Féréoins. À la suite de cela, la loi anti-discrimination est adoptée avec 17 voix pour et 15 contre. En 2015, pour la première fois de son histoire, une députée lesbienne, Sonja Jørgensen, est élue au Parlement. Elle aspire à légaliser le mariage homosexuel. Le 24 septembre 2015, elle et 3 autres représentants d'autres partis déposent un projet de loi sur le mariage pour tous. Elle est adoptée par le Parlement féroïen puis danois. Elle entre officiellement en vigueur le 1er juillet 2017. En Norvège, l'adoption de la loi danoise se corrèle avec la nomination de Kjell Erik Høy à la tête du DNF 1948. Favorable à une loi sur le partenariat sur le modèle danois, l'association mène un intense lobbying. Ce travail de sape permet de gagner la confiance des partis situés sur la gauche de l'échiquier politique. La Ligue des jeunes du Parti travailliste, AUF, œuvre pour présenter le projet de loi enregistré calqué sur le modèle danois. Le Storting adopte à son tour le 29 mars 1993 cette loi. 58 voix pour et 40 contre. La loi entre en vigueur le 1er août. Alors que celles des couples d'hommes se sont inscrits lors de la première journée historique au Danemark, il y a en Norvège à la fois des couples gays et lesbiens. En effet, l'un des premiers couples à s'enregistrer est Kim Friel avec Wenche Lowso. Mais ceci est assez cocasse car, comme je vous l'ai dit précédemment, Kim Friel était contre justement cette idée d'union, que ce soit par le mariage ou le partenariat. C'est vrai que c'est extrêmement cocasse et j'ai pas pu trouver justement ce revirement de situation. Au lendemain du succès danois, le VPK, donc pour rappel le parti de gauche suédois, continue justement à lutter pour défendre les droits des homosexuels. Ainsi, grâce à leur travail, le gouvernement nomme en 1978 une commission chargée de compiler et de rendre compte de la documentation scientifique disponible sur les homosexuels et de proposer les moyens nécessaires pour éliminer toute discrimination restante à l'égard des homosexuels. Durant 6 ans, cette commission appelée Commission Homo travaille et enquête justement sur la vie homosexuelle en Scandinavie. 2 propositions formulées de cette commission en 1984 aboutissent. Désormais, le code pénal inclut l'interdiction de la discrimination et de la diffamation des homosexuels. Cependant, la Suède se porte contre un partenariat enregistré différent pour les couples de même sexe. Cependant, après les événements au Danemark, le mouvement gay et lesbien suédois se penche sur cette loi. La Ligue des étudiants sociodémocrates de Stockholm suggère au parti d'imiter les Danois. Après tractation, le gouvernement social-démocrate nomme une nouvelle commission. Elle présente son rapport en 1993. Finalement, la loi est votée le 7 juin 1994 avant de rentrer en vigueur en janvier 1994. Le nouveau regard posé par la société islandaise vis-à-vis des personnes homosexuelles depuis le sida a entraîné de fulgurants progrès au cours des années 1990. En 1992, Ingeborg Solrun Gísladóttir, pas évident à prononcer, issue de la liste des femmes et rédactrice en chef de la revue féministe Vera, est la première personne à aborder les questions relatives au partenariat enregistré à l'Althing. Ensemble, avec le militant gay Borvaldur Christensen, elle prépare la proposition de 1992 visant à nommer une commission homo. De plus, l'Alliance populaire, donc le Parti social-démocrate, rejoint le mouvement. Cette alliance porte ses fruits. La loi sur le partenariat a finalement été présentée à l'Althing en 1996. Seul un député a voté contre. De plus, la loi islandaise va encore plus loin que celle de ses camarades. La garde conjointe des enfants y est également suggérée, rendant l'Islande pionnière vis-à-vis de ce droit. Ainsi, on assiste vraiment à un réel retournement des situations. En Finlande, la lutte est beaucoup plus compromise.
Dans les années 1980, les politiciens ne souhaitaient pas entendre de demande sur le partenariat enregistré. Cependant, la députée social-démocrate et présidente de la CETA, Tarja Halonen, tente de renverser l'opinion admise. Durant l'été 1984, la CETA organise une fête de la fierté à Helsinki où 4 couples de même sexe organisent des cérémonies de mariage. L'événement fait l'objet d'une large publicité. Cependant, la résistance reste enracinée. Elle s'explique par l'opposition des chrétiens fondamentalistes et celle de l'église luthérienne. Malgré ce refus d'ouverture, le mouvement gay et lesbien finlandais continue sa lutte. Au début des années 1990, les féministes radicales contre la loi du partenariat s'intéressent davantage sur cette question. Ceci s'explique par le baby-boom lesbien émergent. Ainsi, le désir d'être enregistré croît. En janvier 1996, la cérémonie de partenariat entre la chanteuse suédoise Eva Dahlgren et de la styliste Eva Alsling influence le débat finlandais. On tend à montrer via cette union civile le bonheur que procure cette dernière pour des couples de même sexe. En 1997, le gouvernement nomme une commission composée de représentants des différents partis politiques. Le rapport, rendu en 1999, recommande que le Parlement adopte une loi sur le partenariat enregistré semblable à celle des autres pays scandinaves. Le 28 septembre 2001, la loi est adoptée avec 99 voix pour et 84 voix contre. Elle entre en vigueur le 8 mars 2002. La loi danoise sur le partenariat votée en 1988 a provoqué un effet domino. En l'espace de 25 ans, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Groenland, la Finlande et les îles Féroé leur ont emboîté le pas. Comme nous l'avons constaté, les couples entre personnes de même sexe ne sont pas parvenus à obtenir les mêmes lois que celles des couples hétérosexuels. De plus, nous ne nous sommes pas encore penchés sur les réactions des sociétés nordiques à propos de cette loi. Il serait intéressant de mettre en lumière ces 2 points suivants. Lorsque la loi danoise entre en vigueur le 1er octobre 1989, 5 hommes et une femme expriment leur inquiétude dans une lettre adressée au rédacteur en chef d'un journal local. 1er octobre, un jour fatal, une condamnation à mort. Nous, Danois et surtout nous, chrétiens, avons signé notre propre arrêt de mort. Nous sommes allés si loin dans la boue, nous, Danois, que les autres pays doivent nous considérer comme le pays le plus pollué par le péché dans le monde. Ces propos expriment la crainte des récalcitrants dont la plupart partagent des convictions chrétiennes qui s'opposaient à la loi. En effet, la loi est soutenue majoritairement par la société. En décembre 1990, le LBL notait que l'Office danois des statistiques répertoriait encore les personnes vivant dans un partenariat enregistré comme non mariées. Le 1er janvier 1992, Statistics Denmark ajoute 3 nouveaux statuts matrimoniaux. Partenariat enregistré dissous et partenaire enregistré ayant la plus longue durée de vie. La plupart des fonds de pension ont rapidement modifié leur statut afin d'octroyer des pensions aux partenaires survivants dans les partenariats enregistrés. Plusieurs entreprises danoises déclarent quelques mois après la mise en œuvre de la loi l'extension des avantages accordés pour les couples de même sexe. En Norvège, l'introduction de la loi s'est heurtée à une résistance plus affirmée dans les milieux chrétiens et les zones rurales. Le débat post-loi en Norvège se concentre sur l'Église à propos de la tolérance de la pratique homosexuelle. La réunion de l'Église de 1995 proclame le principe énoncé dans la déclaration de 1977 selon lequel elle accepte les homosexuels mais pas leurs pratiques sexuelles. Ainsi, l'Église ne peut pas avoir de prêtres, diacres ou catéchistes homosexuels. Les entraves à la loi étaient plus répandues en Suède qu'au Danemark et en Norvège. Par exemple, un mois après l'entrée en vigueur de la loi, 93 des 298 districts locaux n'ont pas nommé d'officier local. Par exemple, un mois après l'entrée en vigueur de la loi, 93 des 288 districts locaux suédois n'avaient pas nommé d'officier d'état civil. Sans doute une réticence à la loi en est la cause principale. En 1994, lorsque le Parlement groenlandais introduit la loi, le silence est complet. Statistique Groenland n'a jamais rendu visibles les partenariats enregistrés. Les lesbiennes et les gays sont restés relativement invisibles. Le premier couple lesbien n'est enregistré qu'en 2002. Avec l'émergence d'un groupe gay au cours de cette même année et de quelques lesbiennes dans les médias, la discussion autour de leurs droits est davantage considérée. Au lendemain de la légalisation du partenariat enregistré, des nouvelles demandes sont revendiquées. L'objectif est d'obtenir à terme les mêmes droits que ceux bénéficiant les couples hétérosexuels vis-à-vis de la loi sur le mariage.
À la fin des années 1990, des couples avec des enfants apparaissent de plus en plus fréquemment dans les journaux. Cela s'inscrit dans le débat de plus en plus intense sur les droits de l'enfant par rapport aux personnes de même sexe. Le développement rapide des techniques de procréation assistée, le baby-boom lesbien et l'émergence du mouvement queer sont des effets décisifs sur la volonté des couples homosexuels et lesbiens d'éduquer des enfants. Au Danemark, les premiers amendements aux lois existantes sur le partenariat enregistré impliquent la possibilité d'adopter l'enfant biologique de son partenaire. Mais la loi sur le partenariat est modifiée en 1995 afin d'empêcher les couples de même sexe d'adopter les enfants de leur partenaire. Mais 4 ans plus tard, le gouvernement rétropédale et rend la procédure légale. L'Islande emboîte le pas en 2000, la Norvège en 2002, le Groenland en 2008 et la Finlande en 2009. En 1997, lorsqu'une nouvelle loi sur la procréation assistée est préparée au Danemark, certains membres du Folketing découvrent que le projet de loi permettrait aux couples lesbiennes de concevoir des enfants. La loi qui en a résulté a interdit aux médecins de pratiquer la fécondation assistée. Cependant, les sages-femmes et les infirmières non couvertes par la loi se rebellent. En 1999, la sage-femme danoise Nina Stork ouvre la clinique Stork pour les femmes lesbiennes et les femmes célibataires. Ce n'est qu'en 2007 que la restriction à propos de la fécondation assistée est levée. Ce même droit a déjà été promulgué en Islande et en Finlande en 2006. La Suède et la Norvège les suivent en 2009. La prochaine étape se porte sur l'adoption externe. Une commission du gouvernement suédois propose en 2001 que la loi sur l'adoption s'étend pour accorder aux couples de même sexe le droit d'adopter des enfants ainsi que ceux de leurs partenaires. La loi passe devant le gouvernement. Cependant, on remarque au lendemain de ces nouvelles mesures la réticence de la plupart des agences d'adoption d'accorder aux couples ce droit. En 2006, l'Islande adopte la même loi suivie par le Danemark, la Norvège et la Finlande en 2009. En 2008, une loi rend possible le mariage religieux en Islande. Depuis lors, il n'y a plus de différence entre les droits dont disposaient les hétérosexuels et les homosexuels relatifs à la loi sur le mariage. Le 27 juin 2010, l'institution du mariage est dorénavant possible pour tous les couples, rendant caduque la loi sur le partenariat. En 2009, la Norvège et la Suède introduisent des lois sur le mariage non sexiste. Le mariage religieux est sans distinction de sexe. L'adoption, l'assistance à la fécondation et l'abolition de la loi sur le partenariat sont votés. Les efforts de lobbying du RFSL ont encore une fois porté ses fruits. Sans aucune surprise, le combat contre l'Église afin d'accepter les mariages religieux a été long. Par exemple, en 2000, un couple de lesbiennes a été enregistré par un greffier puis béni par un prêtre dans une église de Göteborg, en Suède. Provoquant une plainte l'année suivante, l'Assemblée épiscopale interdit les cérémonies d'inscription à l'intérieur de l'Église. Le prêtre qui a officié cette union, Lars Gertholt, invente le mariage d'escalier d'église, un nouveau terme qui rentre rapidement dans le vocabulaire suédois. Lors de ces cérémonies, le partenariat est enregistré sur les escaliers de l'église avant d'être béni dans l'église. Le 15 juin 2012, le Parlement danois adopte la loi des mariages religieux avant d'être suivi officiellement par la Finlande en mars 2017. Il ferme la marche des pays nordiques, sauf bien sûr les îles Féroé. Enfin, à propos de la citoyenneté, il est possible depuis 1999 au Danemark que les citoyens étrangers puissent enregistrer un partenariat s'ils vivaient tous les deux depuis au moins 2 ans et si au moins un des partenaires était citoyen danois, la résidence n'étant plus exigée. Auparavant, les Danois semblaient craindre que des lesbiennes et des gays du monde entier ne viennent au Danemark pour se marier. Dès l'année suivante, les citoyens-citoyennes d'Islande, de Norvège et de Suède obtiennent les mêmes droits. Un long et tortueux chemin a été parcouru par les militants-militantes. Ainsi, pour conclure, un long et tortueux chemin a été parcouru par les militants et militantes afin d'accéder à leurs requêtes. Certaines routes ont été plus courtes, comme le Danemark, d'autres plus improbables, comme l'Islande, et d'autres encore plus longues, comme les îles Féroé. À travers l'évolution de la mentalité nordique, cela inspire les activistes du monde entier à imiter leurs camarades afin d'atteindre leurs objectifs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les recherches, à écrire justement l'ensemble de ces informations, malgré le fait que ça soit basé dans la quasi-intégralité sur des ouvrages anglais, un peu longs, compliqués à lire, à traduire. Mais bref, le job a été fait, donc très content du résultat final. N'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un commentaire,
Partagez-la à fond, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup pour la suite de la chaîne. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, votre patience. Et on se dit, j'espère, à la prochaine. Ciao!